Je suis DRH depuis 2 ans et demi seulement, et préalablement, j'ai été plutôt dans l'enseignement supérieur, parce que j'ai passé 30 ans dans l'enseignement supérieur. À quel endroit? Alors, j'ai créé une école, moi aussi, à l'IPAG à Nice, sur un projet innovant, avec des pionniers. J'ai retrouvé le même esprit que votre première promotion. Et puis après, j'ai passé une grande partie de ma vie à HEC. Vous avez mal tourné. J'ai très mal tourné, effectivement, et donc j'en ai été directeur général adjoint pendant une dizaine d'années. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en réfléchissant à cette problématique, qui est une problématique constante, depuis qu'il y a des écoles, on se dit, mais comment effectivement on peut arriver à résoudre la problématique de l'adaptation et de répondre aux besoins des entreprises. Alors c'est effectivement l'objectif des formations qui ont été développées toujours par les chambres de commerce, et tout particulièrement par celle de Paris. Aujourd'hui, on a 23 écoles dans notre portefeuille de formation, et ces locaux étaient autrefois et hébergeaient une école qui a été très innovante. Mais alors ça, on ne le savait pas, mais vous êtes chez vous, en vrai. Qui était Advansia, voilà, et qui a été justement un lieu tourné vers la création et les premiers pas de voir comment on pouvait faire des créateurs et des entrepreneurs, et d'être une école d'entrepreneurs. Cette problématique, aujourd'hui, on l'a avec les 30 000 élèves que nous avons dans nos cursus, et elle est posée en permanence. Et elle est posée en permanence et elle évolue, et ça c'est un grand enjeu, je crois, en triangulation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qu'on va pouvoir trouver en illustration entre ce qu'est l'institution académique, les institutions académiques, les entreprises et puis les individus. Et le rôle est en train de bouger aujourd'hui, et donc dès lors, la fonction de chacun dans ce triangle est en train d'évoluer. Classiquement, historiquement, on s'est toujours posé la question comment effectivement pouvoir faire des cursus qui répondent aux besoins des entreprises. Alors, ça s'est fait d'abord en mettant, et très vite, du faire. Comment est-ce que je dis je peux faire, comment je peux apprendre de manière opérationnelle. Et dans ces locaux, je disais, il y avait effectivement Advansia. Mais alors si on remonte, vous voyez que les locaux ne datent pas quand même de la vingtaine d'années derrière nous. Cette école, en fait, c'était une des premiers ateliers écoles de la Chambre. Et l'atelier école, ça a été ça, c'est-à-dire comment je fais pour de pouvoir créer des formations qui soient à la fois techniques et qui apportent des compétences, alors on aurait dit à l'époque plutôt des gens qui sont capables de répondre aux besoins des entreprises et de manière très opérationnelle. Donc on l'a fait dans des métiers qui étaient des métiers très différents, qui subsistent encore aujourd'hui, dans les métiers du cuir par exemple. Alors, il y a aujourd'hui une école La Fabrique qui est encore le fournisseur de beaucoup d'artisans qui travaillent dans des ateliers d'Hermès, parce qu'évidemment on est très spécialisés, qui ont travaillé chez les tapissiers, mais aussi dans des tas d'autres métiers. Et cette problématique, elle a évolué toujours en étant sur des écoles et des formations qui ont mis dans des conseils de perfectionnement des entreprises, qui ont essayé de travailler avec ces entreprises. Et donc il y avait un rôle très important et déterminant de ce qu'était l'institution académique pour répondre à des besoins. Et puis les entreprises se sont un peu émancipées, on dit mais nous aussi on peut faire des choses, et on a eu, on parlait tout à l'heure de compagnonnage, de mentoring, déjà des initiatives dès les années 30, avec le CPA, le Centre de perfectionnement aux affaires, qui était de dire comment des cadres peuvent aider d'autres cadres à progresser. C'est-à-dire, donc là, on était tout de suite dans une démarche où on disait on va créer une pédagogie qui ne va pas passer par l'académisme du tout, mais qui va au contraire être le moyen de se réunir. Et donc on a eu des dirigeants de l'époque qui ont commencé à travailler sur des cas. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que l'innovation à l'époque, ça a été d'aller introduire la méthode des cas au même moment qu'elle se développait à Harvard, dans cette institution où on travaillait sur des cas réels. Évolution qui s'est faite aussi avec des entreprises qui ont dit on va le prendre directement, et on fait des universités d'entreprise, et donc d'aller vers la formation continue, finalement, c'était les prémices de cette formation continue. Aujourd'hui, cette logique-là qui effectivement cherche à chaque fois on cherche l'employabilité. Alors c'est un mot affreux, personne n'aime. Quand je dis ça à mes parcours sociaux, l'employabilité c'est absolument horrible, c'est terrible, mais c'est quand même ça finalement si on se regarde du côté strictement économique que l'on recherche. Et aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on met de plus en plus l'accent maintenant sur le rôle de l'individu sur cette employabilité. Il doit se prendre en charge par rapport à ça. Et c'est plus simplement le fait de l'institution académique
On n'a plus un diplôme pour la vie, on n'a plus formé pour la vie sur le plan technique, on n'est plus non plus accompagné forcément et pris en charge par l'entreprise pour pouvoir le faire. On doit pouvoir aussi se projeter et se prendre en charge. Et ça, je crois que c'est un enjeu qui est le plus important, de mettre l'individu au centre du système. On sort du système paternaliste pour aller à un système plus responsable. On peut le qualifier comme ça, mais je crois que c'est un mouvement beaucoup plus profond qui consiste à dire, finalement, et ça va avoir un impact sur tous les morceaux de la chaîne. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est finalement d'avoir des fondamentaux, d'être ouvert, d'avoir une capacité, on peut dire savoir apprendre, comment j'apprends, c'est tout ce qu'on dit là-dessus, mais qui est vraiment fondamental et qu'on doit attendre avant toute chose, déjà de l'école. Et là, on voit bien que les efforts de Jean-Michel Blanquer vont bien dans ce sens, que de dire comment je peux mettre ça déjà au niveau de l'enseignement secondaire et pas attendre l'enseignement supérieur où finalement la plupart des écoles et le succès de toutes les écoles, soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ne sont pas simplement sur des problématiques techniques immédiates, mais au contraire de donner les moyens derrière, de se projeter et d'avoir une ressource personnelle pour pouvoir ensuite évoluer dans sa carrière. Alors ça, c'est vraiment le sens dans lequel on va aller. Je pense que il y a des facteurs positifs, facilitants, et puis d'autres plus compliqués. Les facteurs positifs et facilitants, c'est certainement, bien évidemment, l'utilisation des moyens digitaux. Les MOOC, c'est évidemment un support et un moyen formidable pour pouvoir se projeter, prendre en charge ce que l'on fait. C'est aussi le moyen de se faire reconnaître de ce que l'on a pu apprendre, non seulement par rapport à une vision de l'entreprise, qui va dire, ok, vous avez fait de la formation, je peux vous faire évoluer, bien, mais aussi, ni non plus par rapport à l'académisme, parce que là, je n'ai pas forcément un diplôme. Ce que je vais essayer de rechercher dans un MOOC, c'est une compétence, c'est un nouveau champ que je vais ouvrir, de savoir-faire, que je vais pouvoir partager. Et donc, il y a une nouvelle apparition, enfin, moi je trouve qu'il y a une tendance forte qui apparaît, qui est d'avoir une reconnaissance par sa communauté, par son réseau, par ses pairs. Et ça, c'est un changement qui est, je crois, un changement important pour lesquels, à la fois les écoles, la dimension académique, mais aussi les entreprises doivent se poser un certain nombre de questions. Pour les entreprises, c'est ce qu'il y a de plus simple. D'abord, la première chose, c'est comment je fais pour reconnaître et utiliser ce qu'un de mes collaborateurs a développé de façon totalement indépendante de mon plan de formation que j'ai mis pendant 1 an. Enfin, les processus de plan de formation sont extrêmement rigoureux, lents, lourds, très très fermés. Comment je fais pour valoriser ce que mes collaborateurs a développé très facilement dans son coin, lui, en suivant un MOOC et en ayant acquis une compétence qui va d'ailleurs mettre très facilement sur son profil LinkedIn. Et qui va donc lui donner une visibilité, qui va lui donner une attractivité vis-à-vis d'autres entreprises, et que si je ne m'en préoccupe pas, moi entreprise, alors que c'est une de ces initiatives, le jour où il va vous dire, écoutez, je m'en vais, je vais dire, pourquoi vous partez? Il y en a d'autres qui se sont trouvés que c'était intéressant ce que j'avais fait, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour reconnaître ce que j'ai fait? Est-ce que vous en êtes simplement préoccupé? Seule fois. Alors, je suis, moi, là, dans mes fonctions actuelles, dans une transformation très forte. La Chambre, qui a 4000 agents, est bousculée dans tous ces modèles économiques et dans tous ces fondements managériaux. On est en train de passer d'une administration avec une habitude très lourde et tout ce qu'on peut imaginer en termes de hiérarchie, de pesanteur, à essayer de dynamiser des modèles managériaux. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai lancé ça auprès de mes partenaires sociaux, je me suis dit, ça c'est un truc qu'ils ne vont pas accepter, de dire, je vais, moi, reconnaître et financer ex post des initiatives personnelles qui ont été prises par mes collaborateurs pour aller faire telle et telle compétence, à condition qu'ils aient été jusqu'à un certificat, qu'il y ait une reconnaissance derrière. Ça, on ne se refait pas, on ne fait pas des écoles comme les nôtres avec effectivement une absence simplement au moins de certification, il faut que ce soit fondé, mais qui, derrière, va permettre effectivement d'être utilisé. Et ça, je me suis dit, voilà, ils ne vont pas vouloir, parce qu'évidemment, je sors totalement du plan de formation, bon, alors, donc je mets des fonds, même en plus, et puis en plus, je suis en train de détricoter le temps de travail, parce que j'accepte de reconnaître comme étant quelque chose d'acquis,
qui a été fait totalement en dehors du temps de travail. Alors évidemment, la problématique que toutes les entreprises ont aujourd'hui, c'est de dire, si je fais des formations en ligne, elles ne sont pas, quand est-ce que je les fais, où je les fais, comment je les fais. Et ça, je crois que c'est un élément qui est très important de pouvoir se projeter et dire comment je fais pour avoir une espèce d'entreprise qui ne régit pas tout, qui n'est pas centralisée, mais qui reconnaît ce que les initiatives sont faites et comment je les valorise. La deuxième idée de cette valorisation, là, alors je vais la faire en tant qu'opérateur de formation. Aujourd'hui, moi, en tant que DRH, je peux me poser la question de savoir si, lorsque je veux qu'il y ait une compétence qui soit, que je vais rechercher une compétence, de savoir si effectivement j'ai intérêt à aller rechercher une formation qui est estampillée, avec un tampon d'une école, d'une formation, en RH, on a plein sur la place, mais dont finalement le cursus a mis beaucoup de temps à être validé par l'enseignement supérieur, ou au niveau du RNDCP. En ce moment, un des enjeux de l'apprentissage, au passage, c'est de dire, est-ce qu'on peut ouvrir des sections d'apprentissage dans un temps qui est inférieur à 3 ans? Aujourd'hui, pour pouvoir créer une nouvelle formation en apprentissage, si vous y arrivez au bout de 3 ans, vous êtes vraiment extraordinaire, c'est que vous avez des réseaux formidables et que vous avez une capacité de conviction hors du commun. C'est évidemment, si on veut être réactif et on dit, ok, il faut faire des apprentis, mais encore faut-il qu'il y ait des apprentis qui correspondent aux besoins des entreprises, donc des formations qu'on peut mettre dans. Donc ça peut être très long. Eh bien, aujourd'hui, moi je dis que demain, je préférerais avoir une formation qui a été suivie en ligne et qui a été certifiée, validée, par un réseau de mes pairs, des DRH, qui vont dire, ben voilà, il a suivi cette formation en ligne, et moi, dans ma communauté virtuelle, je dis oui, il a effectivement les compétences qui sont adaptées. Cette idée, ça fait 3 ans que j'essaye de la porter un peu auprès de mes collègues à la Chambre et dans nos écoles, de dire, moi j'ai vu une chose, quand j'ai eu l'occasion d'aller visiter une entreprise qui est tout à fait hors norme, qui s'appelle GitHub, que certains connaissent peut-être d'entre vous, qui est en fait issue de toute la philosophie de l'économie de tout ce qui était du monde libre, et qui est aujourd'hui pratiqué par pratiquement tous les ingénieurs qui mettent du code et qui partagent leur code sur GitHub. GitHub a cette donc communauté, et à partir de là a commencé à se dire, finalement, les langages évoluent, comme je disais, je codais d'une façon, demain c'est autrement, et donc a fait de la formation, a commencé à faire de la formation. Et la formation, ils ont eu cette intelligence de dire, on ne va pas faire de la formation en tamponnant GitHub, on va simplement faire de la formation en disant, on va la faire reconnaître par l'ensemble de nos pairs, l'ensemble de notre communauté. Quelle puissance! Comment, si j'ai la communauté des développeurs qui dit, oui, il a effectivement atteint le bon niveau, et on le reconnaît comme étant un niveau de compétence, ça vaut tous les tampons de toutes les écoles, de tout ce que l'on a pu avoir, évidemment pas sur les compétences fondamentales et de base, mais sur des compétences techniques qui peuvent évoluer, qui sont adaptées. Dès lors, et j'en finis là, notre métier de formateur va changer. Il est effectivement de se concentrer d'abord sur les fondamentaux, sur la manière d'apprendre, de ce bagage que l'on pourra avoir, et ensuite, il doit, parce que là il y a une vraie compétence, travailler sur l'ingénierie pédagogique, sur le savoir-faire pédagogique, et ensuite de s'appuyer sur des communautés, sur des réseaux de communautés. Parce que c'est là où effectivement on pourra dire qu'en permanence, on répond bien aux besoins de cette communauté professionnelle. Donc c'est des enjeux passionnants, c'est des changements colossaux qui sont devant nous. Et ça, je pense vous l'avoir dit, à tous les niveaux, au niveau simple de l'entreprise, mais aussi au niveau de ceux qui accompagnent les collaborateurs de ces entreprises.